Bonjour et bienvenue dans Capsule Z, le podcast dédié au film Dragon Ball Z. Moi, c'est Ika et je suis toujours avec Zef. Comment ça va, Zef, t'es frais? Bah ça va, je suis plutôt frais, je me suis préparé des petites mousses au café là, elles étaient nickel, donc je suis déter pour cette petite séance d'enregistrement avec toi. On va vraiment passer une bonne journée je pense. Allez. Comment ça va toi? Bah écoute, ça va bien, on espère aussi que tout le monde va bien du côté de nos auditeurs. Nous en tout cas, bah ouais, on continue sur notre lancée. Rien ne nous arrête, voilà, même les films un peu moyens. Enfin, quoique, jusque-là, je trouve que c'est plutôt très chouette. On s'en est pas si mal tiré, ouais. Je réserve pour l'instant notre avis sur La Revanche de Couleur, le film du jour. On a eu aussi quelques-uns de vos retours, voilà, merci pour ceux qui ont pris le temps de nous écrire. Je rappelle pour l'occasion que c'est un podcast qui est tout jeune, on essaye vraiment encore plusieurs trucs, on est encore un peu dans l'expérimental, donc certaines choses risquent de changer. Et à vous de nous dire ce qui vous botte le plus. Et alors pour ceux qui n'ont pas suivi la semaine dernière, bah voilà, on a acheté un détecteur de ki qu'on a envoyé chez Bulma la semaine dernière. On se l'est fait livrer, alors je sais pas trop encore comment ça marche, il bip quand j'appuie dessus. Mais bon, on va voir s'il s'active pendant l'émission. Quant au film du jour, bah Zef, qu'est-ce que tu peux nous dire sur La Revanche de Couleur ? Alors comme d'hab, pour ce qui est de la fiche technique, bah, La Revanche de Couleur c'est le titre français. Mais le titre original, c'est Dragon Ball Z, l'incroyable plus fort contre le plus fort. Alors dans le titre anglais, on va bien sûr se taper une bonne barre puisque le titre anglais c'est The Strongest Rivals et Rivals. Ika est très familier du terme Rivals, donc voilà. Rivals. Le film est sorti le 20 juillet 91, toujours dans le cadre du Toei Anime Fair, ça change pas. Il a été réalisé par Mitsuo Hashimoto et à la direction d'animation c'est Minoru Maeda. Donc Minoru Maeda c'est le directeur d'animation des 3 premiers films. À la composition par contre ça bouge pas, c'est toujours Shunsuke Kikuchi qui fait du super taf, hein, big up. Trop fort. Le film est sorti entre les épisodes 97 et 98, à savoir le début du combat Goku contre Freezer et le combat Goku Super Saiyan contre Freezer 100% très exactement. C'est un peu surprenant parce que le film pour le coup se passe après et donc on a un petit peu un avant-goût de ce qui va se passer après les épisodes qu'on n'a pas encore vus en fait. Et alors comme pour toute bonne discussion, il faut savoir de quoi on parle. Et pour l'occasion, Zef, je crois que tu peux nous faire un petit résumé peut-être du film. Avec plaisir. Il y a longtemps, dans une galaxie lointaine, un Saiyan mal en point affronte le méchant Freezer pour protéger son peuple et son fils. Il échoue et meurt dans la destruction de sa planète. Le Saiyan, c'est Bardock, et le fils, c'est Goku. Dans un vaisseau pas loin, des soldats de l'espace regardent la scène. Leur radar capte qu'une capsule a sauvé un bébé de l'éradication. Cooler, le frère de Freezer, apparaît. Et il dit qu'il a d'autres chats à fouetter et que ça apprendra à son frère à faire le malin avec des hommes singes. La capsule disparaît, fin du flashback. De nos jours, à la Kame House, Goku s'entraîne à couper la mer en deux. Tout va bien pour lui depuis qu'il est rentré en pleine forme de la planète Namek et qu'il a mis sa dérouillée à Freezer. Il interrompt son entraînement pour emmener Gohan faire du camping avec Aya Dragon et ses 2 cassos de Krillin et Oolong. Alors évidemment, Chichi la mauvaise. Quelques heures plus tard, tout le monde regarde le curry mijoter sur le feu de bois, pendant que Goku pêche à la grenade comme un vrai campeur. Au même moment, sur Arrakis, les To Be Free apprennent à Cooler que son frère a trépassé sous les super beignes d'un Saiyan teigneux. Ils se mettent en route vers la Terre et interrompent la soirée camping. Un des hommes de main assomme Krillin, un deuxième attrape Gohan par la queue pour le priver de ses forces, tandis que le chef blondinet bouffe le ragoût à même la gamelle, cet enfoiré. Goku arrive pour demander s'il en reste, mais apparemment il y a plus de reste. Alors il prend la quinte et il commence à se battre avec eux. Cooler débarque et il a pas bien suivi cette histoire de curry. Il envoie un rayon tueur à Gohan, Goku s'interpose mais il est mortellement touché. Il se jette dans la rivière toute proche avec son fils dans les bras parce que c'est la première chose à faire pour échapper à une personne désagréable, j'imagine. Le courant les emporte jusqu'à une cascade de laquelle ils tombent, et sous laquelle, et je pense que c'est exceptionnel donc on peut le préciser, Piccolo ne s'entraîne pas. C'est vrai, ça fait du bien. Ça fait plutôt du bien, ouais. Incapable de retrouver la trace de Goku et de son fils qui masquent leur énergie, le boys band de l'enfer retourne la région et transforme la forêt en champ de ruines. Cooler explique qu'il veut la peau de Goku pour laver l'honneur de sa famille, et que finalement, la mort de son frère, il s'en tape, et que Freezer n'avait qu'à être moins prétentieux. À la nuit tombée, Krillin, Oolong et Aya Dragon qui avaient profité de la cohue pour se faire tout petit, trouvent Goku et Gohan coincés sous un éboulis. Krillin les libère, pendant que Oolong et Aya Dragon se la jouent 30 millions d'amis avec les animaux en galère. Gohan et son dragon courent à la tour Karin pour récupérer les Senzu et sauver Goku. Gohan arrive au sommet, mais Karin commence à l'engrainer parce qu'il a reçu l'aide du dragon et que bon, ça compte pas. Alors que d'habitude tout le monde vient le voir en volant, et ça l'emmerde pas plus que ça, donc je pense que Karin déteste les enfants, j'ai pas d'autre explication. Heureusement, Yajirobe qui était là à rien foutre comme d'habitude, file un sac de Senzu à Gohan, tout va bien. Gohan qui est refait file un petit cachet d'EPO à Aya Dragon pour voler le plus vite possible à la rescousse du daron,
Mais malheureusement, les méchants organisent un contrôle antidopage à la sortie des vestiaires, ils attrapent Gohan et lui retirent sa licence. À ce moment-là, Piccolo intervient et fait disparaître le plus balèze des trois dans un joli feu d'artifice à tête chercheuse. Le deuxième branche Piccolo sur le 220, mais Piccolo c'est un démon, il a bossé au KGB, la torture ça lui fait pas peur, alors il renvoie l'attaque électrique et machin est carbonisé. Le chef, qui s'appelle Sozer, attire Piccolo dans une forêt pour faire un combat de ninja avec sa lame de chakra, mais Piccolo il a profité du confinement pour remater tous les épisodes de Naruto, alors on la lui fait pas. Cooler, qui se cachait dans une voix off, surgit alors et abat Piccolo d'un rayon mortel. Gohan parvient à rejoindre son père, mais au moment de livrer les Senzu, Sozer le rattrape et carbonise le sachet. Krillin fait rempart de son corps, et Goku mange le dernier Senzu que Gohan avait caché dans sa culotte. À ce moment-là, Goku sort requinqué du tombeau sans attendre le 3e jour. Au moment où il s'apprête à mettre un coup de pression à Sozer, Cooler arrive avec le corps de Piccolo qu'il tend à Goku. Goku est vénère de s'être laissé feinter, il envoie balader Sozer dans une falaise avant de claquer un crochet dans le bide de Cooler. À partir de là, bagarre, cri, bagarre sous l'eau, bagarre. Cooler révèle qu'il a une forme de plus que son frère, il prend la pause et se transforme en Omar Samouraï de l'espace. Putain, c'est la meilleure description ever de Cooler. Goku passe en Kaioken, mais prend 2 énormes manchettes et le combat est plié. Cooler, qui est résolu à détruire le Saiyan et sa planète d'accueil, se lance dans un monologue de méchant. Et un moineau meurt d'ennui en l'écoutant. Ah non, elle est trop forte celle-là. Fou de rage, Goku se transforme en Super Saiyan et rend vie à l'oiseau qui part à tire d'aile prêcher la bonne parole. Cooler jette une boule d'énergie géante que Goku parvient à retourner à l'envoyeur. L'extraterrestre maléfique est projeté par l'impact dans le soleil du premier générique. Juste avant de disparaître dans le souffle de l'explosion, il se rappelle avoir épargné Goku enfant et se plaint d'être aussi présomptueux que son débile de frère. Le lendemain matin, tout le monde se rassemble autour de Goku qui a bien charbonné. Gohan se demande où est passé Piccolo après s'être fait rouster, il accourt auprès d'un tas de pierres qui bouge pour le secourir. Et là, énorme jumpscare. Il s'agit de Sozer qui a survécu, mais qui prend immédiatement un Makenko Sapo 360 no-scope, une ellipse, et le dernier plan du film nous accorde ce que nous voulions depuis le début, Piccolo boit l'eau rafraîchissante d'une cascade, le contrat est rempli. Merci Zef pour ce résumé, voilà, ça nous remet un peu les idées en place, un peu pour comprendre un peu comment le film fonctionne. Voilà, un film qui met directement les pieds dans le plat, tellement qu'il nous envoie dans l'espace immédiatement en fait, ce qui était assez surprenant. Moi j'ai beaucoup aimé l'audace de cette intro avec Bardock. Alors moi je dis Bardock, Bardak, etc. J'en profite pour préciser que nous on aime bien surfer d'un nom japonais à un nom français sans trop de soucis. Voilà, Kame Sennin, Tortue Géniale, Muten Roshi, voilà, bon, c'est vrai que nous, on se préoccupe pas trop de ça, hein, voilà. Alors Bardock est au centre de l'introduction du film, puisqu'on le voit en train d'essayer d'attaquer Freezer, en fait, voilà, dans son espèce d'assaut ultime qu'on lui connaît. Et ça ne vous a pas échappé qu'on n'a pas encore parlé de Bardock dans Capsule Z, et donc que c'est assez étrange de le retrouver ici. Mais en fait, ça s'explique assez simplement, c'est-à-dire que, comme l'expliquait Zef, le film Cooler, La Revanche de Cooler, est sorti pendant l'affrontement Goku-Freezer, et donc propose, entre guillemets, une sorte d'alternative à la résolution de l'arc Namek. Sauf qu'en fait, l'histoire de Bardock contre le tyran Freezer est déjà passée à la télé au Japon. C'était un téléfilm qui était passé entre 2 épisodes de Dragon Ball Z à la télé, et donc n'est pas véritablement un film à proprement parler diffusé à la Toei Animéfer. Et en France, cela dit, il a été traité à peu près comme les autres films Dragon Ball Z, c'est-à-dire une sortie immédiate en direct ou DVD. En bref, l'histoire de Bardock a été diffusée avant la fin de l'arc Namek au Japon, et bien après en France, ce qui fait que pour nous, notamment à Capsule Z où on a pris les films dans l'ordre de sortie française, mais en fait cet ordre de sortie en tant que français, nous ça nous a baisé la tête parce qu'en fait on arrive sur un film, donc La Revanche de Cooler, qui a une introduction qui présente un personnage qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, au mieux il nous rappelle Thalès, et on se retrouve donc avec une introduction contre Freezer, avec une espèce de Sangoku un peu sauvage. Tout ça est pas très clair, mais voilà, évidemment 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, tout est compréhensible pour qui s'intéresse un tant soit un peu à l'univers Dragon Ball, hein. On a déjà vu Bardock dans des jeux, des films, etc. Il n'y a pas trop de soucis. Mais disons qu'à l'époque, en tout cas pour la sortie française, ça a dû être assez étrange.
C'est amusant que tu parles de l'effet que ça nous a fait parce que justement, quand j'ai lancé le film pour le premier visionnage, du coup j'ai relancé le film 2-3 fois parce que je comprenais pas pourquoi il y avait Bardock en fait au début. J'étais là putain, c'est mon fichier qui est corrompu, je me suis planté de fichier, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et en fait j'avais complètement zappé que le 5e film s'ouvrait sur un flashback qui pour nous, comme tu dis, semble assez incohérent quoi. Et comme tu le dis aussi, Bardock après c'est un personnage qui nous est pas inconnu parce que bon, pour peu qu'on ait joué un petit peu à quelques jeux, à Budokai ou peu importe, ou même à d'autres jeux ou les jeux de cartes sur mobile, etc. Bardock, c'est un personnage qu'on voit très peu finalement dans l'univers DBZ. À chaque fois, on le voit sur les deux mêmes scènes, à savoir la confrontation avec Freezer et puis il y a l'autre OAV avec l'ancêtre de Freezer qu'on abordera peut-être dans l'émission, je sais pas, c'est peut-être possible. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est un personnage qu'on voit très peu dans l'animé, mais qui est extrêmement charismatique et apprécié des fans. Et donc, je trouvais ça très surprenant de le trouver dès le début du film, quoi. Donc voilà, on va pas trop en dire du coup, puisqu'on fera un épisode dédié au film sur Bardock, en fait, simplement. Donc on va pas trop s'apesantir sur cette introduction qui recycle notamment des images. Mais alors, ce qu'il y a d'intéressant, en fait, avec cette scène, et tu sais que moi j'aime bien toutes ces questions de spectateurs d'une catastrophe et de spectateurs, voilà, d'événements... d'événements apocalyptiques, voilà, avec notamment ce qui s'était passé au film d'avant. Mais alors par contre, ce qui est particulièrement intéressant avec cette introduction avec Bardock, en fait, c'est que elle recycle des images du téléfilm, donc diffusé précédemment au Japon, mais surtout, elle apporte un témoin à cette scène, en fait. C'est ça qui est particulièrement intéressant, c'est que c'est l'exploit de Bardock, la tentative suicide et la destruction de la planète Vegeta. On lui donne un autre sens, puisqu'en fait, elle est observée, en fait, par Cooler et ses acolytes, qui voilà, se disent ah bah tiens, enfin Freezer a décidé de déglinguer les Saiyajins, et Cooler constate aussi qu'une capsule s'échappe, donc ce qui fait que Cooler était au courant du fait qu'un Saiyajin était sauvé en la présence donc en la présence de Sangoku, et voilà, et donc il décide de l'épargner, genre oh bah si mon frère est pas foutu de ranger sa chambre correctement, bah il va niquer sa mère, quoi. Il y a un peu ce délire là, je trouve. Ça donne dès le début aussi le caractère de Cooler et le fait que ce soit une personne avec un potentiel énorme et le fait que ce soit un espèce de personnage avec un statut un peu démiurge qui va être capable de faire la pluie et le beau temps et qui finalement ne le fait pas parce qu'il a un code de l'honneur, etc. Donc dès le début, cette première scène, je la trouve intéressante parce qu'elle caractérise pas mal le personnage, quoi. On n'a pas forcément précisé le contexte, enfin tu l'as dit dans le résumé, mais ouais, ils sont dans une espèce d'immense vaisseau, ils assistent à ça de loin, alors ils ont des caméras partout, hein, c'est vraiment, il y a des GoPro partout dans l'espace, parce que tu vois Goku dans la capsule, tu vois la capsule qui évolue, t'as des gros plans sur Freezer, des gros plans sur Bardock, tu sais, ils observent ça de loin, mais quand même de près, quoi. Ils ont des GoPro invisibles de matière noire, c'est pas clair. C'est vraiment ce délire des films des années 90 où on voit le plan du film dans l'écran, tu sais. Le truc qui est filmé, c'est le film lui-même. Enfin, il y a une espèce de mise en abîme à chaque fois qui casse complètement l'immersion, mais qui en même temps est marrante parce qu'on se retrouve à regarder la même chose que les personnages, quoi. C'est toujours un truc un peu ambivalent qui est sympa, quoi. Enfin, je sais pas, je trouve ça... À chaque fois, ça me sort du film, mais je trouve ça intéressant comme trope en même temps. Alors par contre, moi, cette scène, elle m'a juste déplu sur un point. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à en dire, mais elle m'a déplu sur un seul point, c'est qu'en fait, elle a des couleurs dégueulasses. Enfin, elle est en noir et blanc quasiment. Dans le vaisseau, hein, je parle. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, mais j'ai trouvé que ça posait les enjeux, mais que c'était un peu claqué. Et Cooler est notamment assez mal animé, je trouve. Sa bouche, elle est ultra rigide, il a une épaule qui fait nimp. La première fois où on le voit, c'était un peu ok. Ouais, globalement, l'animation est pas le point fort du film, hein. Il est quand même en dessous du film précédent. On en reparlera après, mais on va en reparler, mais je trouve qu'il est quand même en dessous du film précédent. Quand on parle de cette scène d'intro, par exemple, je la trouve, voilà, comme tu disais, beaucoup plus rigide et avec une animation beaucoup plus chevrotante que ce qu'on pouvait avoir dans le film précédent. Donc voilà, Cooler assiste à la destruction de la planète Vegeta, ça fait bim bam boum, on a donc le titre du film qui nous explose à la gueule dans les débris de la planète, ça c'était parfait, hein. Alors bon, faut savoir que nous on utilise un fansub, voilà, désolé, hein. On utilise un fansub et en fait le titre français traduit par les mecs de la trad nous arrive littéralement comme des débris pour se reconstituer, hein. Alors moi c'était l'extraordinaire plus fort contre le plus fort. Bon, déjà j'ai su que le film allait être génial et voilà. Alors du coup on retrouve Goku, Long, Gohan, je sais plus qui y a, enfin toute la smala habituelle aux abords d'une rivière qui font du camping. Alors j'étais un peu en mode bon, vous foutez de notre gueule, c'est
C'est un peu le combat fratricide 2, quoi. Ouais, ça fait 2 fois qu'ils nous font du camping. On va le retrouver encore, ce ruisseau avec les truites fumées. Bon, mais attends. C'est pas tout de suite, en fait, qu'ils font le camping, tu vois, j'y pense. Non, d'abord, il y a une séquence avec Chichi. Ouais, c'est vrai qu'il y a Chichi d'abord qui... Ah ouais, alors en plus, elle est trop marrante, cette scène, comme exposition, justement, parce que t'as Chichi qui est en mode « Alors, Gohan, tu travailles bien ?» Elle lui ramène une petite boisson, et t'as Goku qui déboule en mode « Ah, Gohan, toi aussi, tu travailles bien, finis tes exercices et tout. » Et Chichi, elle en revient pas, genre « Putain, c'est un bon père, ça y est, il est devenu aussi responsable que moi, qu'est-ce qui se passe et tout ?» Et elle bat de trip à mort, et du coup, elle arrête pas de se prendre des meubles, elle boit le soda de son propre fils en mode « Il me faut de l'eau et tout. » J'ai plus trop les gags en tête, mais franchement, elle est trop bien, cette scène. En gros, elle se dit putain, si Goku dit à son fils de bien travailler à l'école, c'est qu'il est rentré avec un PTSD du combat contre Freezer et il a pété les plombs, tu vois. Et en fait, elle arrive dans le salon et elle dit Goku, ça va, t'es pas malade? Et en fait, non, la fin du gag, c'est juste qu'il est en train de préparer un sac pour aller emmener son fils en camping et donc il veut que son fils charbonne les devoirs le plus vite possible pour aller en camping bouffer de la truite avec Oolong et Krillin, quoi. Enfin voilà, c'est un gag un peu débilos. Le début du film est assez déroutant parce qu'il essaye avec un réseau de flashbacks puis de gags de nous casser un maximum de l'image qu'on avait du combat qu'on a contre Freezer en même temps, de nous sortir de cette image et du coup, on est hyper, moi en tout cas au début du film j'étais hyper perdu, quoi. Et heureusement, quelque part, très vite les personnages antagonistes arrivent et le film embraye et voilà, l'intrigue principale commence, parce que les 5 premières minutes du film où il y a tous ces petits gags, ces petits flashbacks, ces trucs comme ça qui sont autour du film, on va dire, autour de l'intrigue principale, sont assez percutants, ils sont assez déroutants, ouais. Moi ça m'a bien plu, que ça aille très vite et que ça mette les pieds dans le plat, bon, ce qui fait qu'on n'a pas grand chose à commenter, peut-être que l'épisode fera moins de 2 heures cette fois, mais en tout cas oui, c'est vrai que en termes d'exposition c'est plus rapide et voilà, il y a une attaque immédiate. Et alors comme tu le soulignais, notamment quand Sozer arrive et qui bouffe le curry, moi j'étais choqué, tu vois. Ça se fait pas, ça se fait pas, c'est dégueulasse. Mais en tout cas, voilà, ils se font directement attaquer. Il y a clairement cette idée de on va prendre notre revanche, voilà, basta, quoi. On en parlera plus tard, mais ouais, du coup, les larbins ont leur petite spécificité. Ils arrivent, ils se présentent tout de suite. Vraiment, ça perd pas de temps et en termes de rythme, moi, ça m'a bien plu. Et d'un point de vue narratif, en fait, la structure du film, elle me plaît beaucoup. Parce que on commence sur un flashback. En fait, la temporalité du film me plaît beaucoup. C'est-à-dire qu'on commence sur un flashback qui pose les enjeux. Ensuite, genre 20 ans plus tard, vu que Goku était bébé, on retrouve voilà, une situation quotidienne avec Chichi, Goku, une petite scène de ménage. Ensuite, on enchaîne sur un camping, donc quelque chose qui est pas de l'ordre de l'événement, mais enfin, t'as quand même Goku qui dit à Gohan, tiens, ouais, voilà, range tes affaires, on va faire la sortie du week-end, entre guillemets, tu vois, c'est un peu en mode, hop, prépare-toi, on sort avec les copains. Et juste après, c'est tout de suite la bagarre. Et en fait, la temporalité du film, voilà, je la trouve ultra efficace, c'est aussi le rapport à l'espace. Parce que voilà, une fois que les ennemis sont là, c'est la bagarre, c'est le crépuscule, et juste après, en fait, il y a un petit affrontement, quand Goku est dans la grotte, là, où il se repose pour toute la nuit, en fait. Il va y avoir une petite accalmie pendant cette nuit, et c'est le moment où Gohan va essayer de se tirer, notamment à la tour Karine, puis il revient, et puis c'est le jour. Alors j'ai plus trop tout le déroulé de la journée en tête, j'ai pas mon petit journal des bombers façon Majora's Mask. Mais en tout cas, voilà, tu vois, le fait que tout le film soit resserré sur juste ce petit abord de rivière avec la cascade d'un point de vue de l'espace, et le fait que ce soit en à peu près 2 jours, avec des moments où il y a des ellipses, où il y a une nuit qui passe, où en fait on passe de scènes de vie quotidienne, événements et puis éléments perturbateurs de manière assez explosive pour ensuite dilater le temps sur le reste de la narration, bah ça j'ai trouvé que c'était top. C'est bien pensé parce que dans les films précédents, on avait une unité de temps et d'espace qui était assez éclatée avec des environnements différents. On avait soit plusieurs quartiers d'une ville, soit plusieurs fractions d'une forêt, on va dire, ou plusieurs fractions d'une montagne dans lesquelles le combat se poursuivait. Là, comme tu le dis, on a vraiment juste le petit ruisseau en 24, disons 36 heures. Il y a aussi un resserrement émotionnel sur les personnages de Goku et Cooler. Et on voit vraiment que, comparé aux autres films, là c'est vraiment une histoire personnelle, quoi. C'est vraiment l'histoire d'une vengeance de la famille de Cooler contre le peuple des Saiyans, quoi.
Ça donne un petit côté d'ailleurs théâtre, enfin tragédie classique qui est intéressant, tu vois. Enfin, ça change un peu des formats qu'on avait d'habitude avec des références plus au western ou à la SF. Là, on retrouve un truc qui est un peu plus classique et bah, c'est intéressant. Bah, l'espace du film est vraiment chouette, quoi. Cette petite cascade, enfin cette grande cascade même, très rocailleuse, voilà, où se déroule notamment l'affrontement final, la forêt qui est rasée, etc. Je trouve qu'on n'en fait pas des tonnes, c'est très resserré, et du coup les enjeux se comprennent. Et en fait, ouais, je trouve que le décor est extrêmement réussi. En fait, avec la menace de Namek qui embrayait déjà le pas, là, c'est vraiment un film qui te dit un film égale un setup égale un méchant. Il y avait déjà une tentative avec l'arbre de Thalès, mais je trouve que c'était un peu claqué, ça marchait pas vraiment, j'étais pas trop satisfait, tu vois. Parce qu'en termes d'espace, on se perdait. Dans la menace de Namek, il y avait un bon espace, c'est-à-dire des bonnes échelles, des bonnes perspectives, etc. Mais trop de lieux différents d'affrontement. Et là, il y a un seul lieu d'affrontement, il y a un seul lieu où il y a des enjeux, sauf une excursion en plein milieu du film qui permettent de respirer un peu. Mais sinon, voilà, en termes de setup pur, j'ai trouvé que l'OAV était brillant, et notamment sur 2 trucs. Déjà, sa palette de couleurs. Donc l'espèce de crépuscule orange, c'est magnifique, le bleu de l'eau et puis l'orange des pierres, du sable, des rochers, et voilà, du ciel en fait, simplement orangé. Et dans un autre sens, t'as la nuit, le passage de nuit, voilà, où c'est l'accalmie à fond, et là aussi c'est une respiration, c'est quand Gohan se barre à la tour Karine, t'as une respiration, quoi. Pour un passage d'infiltration avec une tension, il faut absolument que je traverse et que les ennemis ne me voient pas. Je trouve que le moment était très apaisé. C'était très bien géré comme rythme et comme ambiance, ouais. Parce qu'on aurait pu faire une séquence, enfin on aurait pu voir une séquence avec beaucoup de tension, il faut absolument que j'aille sauver mon père, etc. Et là, au contraire, je trouve qu'au niveau des enjeux, il trouve un peu le contre-pied. Et comme l'accent est mis sur Gohan et sur le fait que ce soit un enfant, etc., bah, du coup, la scène passe beaucoup mieux et elle est beaucoup plus douce. Et je trouve ça très intéressant dans un film qui est hyper tendu tout le reste du temps, quoi. Bah c'est ça, t'as la situation explosive qui tend les enjeux immédiatement, et puis ensuite, ouais voilà, ça se décante un peu. C'est-à-dire Goku est blessé et il faut que les autres fassent des choses discrètes, vu qu'ils font pas le poids, pour essayer de gagner du temps, essayer de sauver Goku, quoi. Et ça, en termes de construction narrative, enfin moi j'ai trouvé que ça marche du tonnerre, quoi. Enfin, je me suis pas du tout emmerdé pendant le film, quoi. Et d'ailleurs, ce qui est assez sympa, c'est que Goku, c'est la première fois dans un film Dragon Ball qu'il est désavantagé pendant quasiment tout le film. En fait, c'est ça qui donne la tension dans le film. Le fait que il les cache aux abois, quoi. Alors que d'habitude, il y a quand même un moment, il y a une gradation. Disons, sur un film, t'as une gradation. T'as un moment avec un pic de tension où on va se dire, est-ce que Goku va mener ou pas? Et après, à la fin, tu as cette réussite-là. Alors que là, le pic de tension arrive vraiment dans les 10 premières minutes, et tout le film ensuite, c'est un espèce de film, c'est Sam Fisher, tu vois, c'est l'infiltration dans la forêt, il faut pas qu'on se fasse gauler, Metal Gear Solid 3, tu vois. Et je trouve intéressant aussi le fait qu'il y ait une rupture de rythme par rapport aux productions ciné et à l'animé qu'on avait regardé précédemment, et ça donne vraiment, ouais, encore une fois, c'est un petit élément qui donne un contre-pied sur ce film-là, et ça, je trouve ça super bienvenu. Et donc pour le coup, Gohan part vers la tour Karine, il arrive il arrive dans la nuit, donc il gravit la tour, etc. C'est une séquence qui rappelle d'ailleurs dans Dragon Ball le passage où Goku gravit la tour Karine, parce que Gohan, au lieu d'avoir le nuage magique, en fait il a le dragon, mais sinon c'est exactement la même chose, quoi. Quand il saute de la tour, voilà, il appelle le dragon et le dragon le récupère, etc. Enfin bref, donc voilà, Gohan arrive à la tour. Évidemment, il y a Karine qui est là et qui refuse de filer les Senzu parce que c'est un personnage, on va dire, c'est très artificiel, mais c'est une façon de mettre un petit pic de tension, encore une fois, de dire tu voulais les Senzu, tu les auras pas, c'est une course contre la montre, moi je m'en fous, je suis un dieu, je fais ce que je veux. Enfin, je suis un dieu, je suis un ermite, enfin voilà, il a un peu ce statut divin quand même. Et voilà, cette intrigue, cette tension est immédiatement désamorcée par un personnage résolument comique qui est Yajirobe, qui dit mais non, on s'en branle, vas-y, prends l'argent et casse-toi, y a pas de problème. Meilleur perso. Et bon, voilà, Yajirobe, meilleur perso, ouais, il est là à chaque fois 3 minutes dans un film où... En fait, le perso, c'est vraiment un perso méta parce qu'il est là pour désamorcer une situation. On profite de son pouvoir pendant 30 secondes et finalement, on saura jamais vraiment qui est-il vraiment, tu vois. Est-ce que c'est vraiment un mec éclaté? Est-ce que c'est vraiment un mec super fort? Et la réponse, c'est qu'on s'en branle. Il est juste là au bon moment, malgré lui. Et c'est toujours un plaisir de le voir dans les films. Enfin, je sais pas, je suppose que tu partages mon avis, mais c'est toujours hyper marrant de le voir. En fait, j'aime bien tout ce qui rassemble, c'est-à-dire que c'est à la fois un branleur façon Monsieur Satan, en même temps, c'est, tu sais, parce qu'il se donne le côté ultra furieux, samouraï, tu vois, genre il en impose et tout, et il a une grande gueule, alors qu'en fait, c'est un bolos. Et en même temps, quand on a besoin de lui, il est là et il assure.
en même temps c'est un mec qui est généreux et qui est en même temps pince sans rire et un peu tu vois genre j'ai pas envie, vous me faites chier, etc. On le retrouvait déjà dans... C'était lui sur lequel Goku se réveillait dans l'OAV précédent, il me semble. Ouais, c'est ça. Sur le lac gelé, tu vois. Il a vraiment ce côté, genre, ah bah qu'est-ce que tu fous là ah vas-y, vieux chat, là, pourquoi tu lui files passer haricots, que tu nous emmerdes, là. Moi, c'est une séquence qui m'a bien plu. Et dans les personnages secondaires, on a aussi Piccolo qui apparaît. Et qui lui est aussi là pour désamorcer une tension, à savoir donc Gohan, je reprends le fil du film très rapidement, Gohan récupère les Senzu, il prend le chemin du retour en direction de son père, et sur le chemin, il est stoppé par les 3 soldats du Toku Sentai de couleur, et heureusement Piccolo, comme d'habitude, est là pour désamorcer une situation dans laquelle Gohan serait en danger, et voilà, Piccolo, il est juste là pour le coup, pour faire un quota baston cool, parce que pour le coup, la scène de baston de Piccolo dure bien 5 minutes, elle est très très cool, on voit encore une fois Piccolo se servir de son cerveau et de sa force de frappe pour venir à bout d'ennemis qui, bon pour le coup, sont moins forts que lui, parce que si on prend la trame, disons, le canon de Dragon Ball, il a déjà fusionné avec Nail, et donc il est quand même beaucoup plus fort que ses opposants, mais à 3 contre 1, il aurait pu se foutre dans la sauce. Et puis Piccolo, la cascade, quoi. Alors Ika, j'entends que le détecteur est en train de sonner. Tu m'avais vendu ça comme un détecteur de qui, mais il se trouve que ce détecteur est un détecteur d'invités. De la brume sort un invité extraordinaire au ki monumental. Incroyable. Et pour cette première émission, eh bien nous accueillons GE2. Comment ça va, GE2 ? Ça va, mon ki va bien. Ah. Bienvenue GE2 sur Capsule Z. Voilà, en tant que fan de Dragon Ball Z, on est très content que tu nous rejoignes un peu pour parler de cette OAV. Alors du coup, chez toi, GE2, je ne sens pas de ki machiavélique. Je sens plutôt une énergie prête à nous aider à essayer de comprendre un peu la revanche de couleur. Voilà, c'est un film du coup que tu as vu et revu, j'imagine. En tout cas, que tu as revu pour l'émission, tu vas un peu nous aider un peu à comprendre un peu ce qui se joue dans ce film. Alors oui, j'aime bien Couleur, j'adore surtout Metal Couleur dans les cérémonies de guerriers de l'espace, que je trouve un OAV sublime. Zef est d'accord, tu n'es pas d'accord avec moi, Ika, mais ça, on verra ça au fur et à mesure. Ça va se taper. Donc ouais, j'ai revu la revanche de Couleur, ou la revanche de Kula, c'est comme ça que je l'ai retrouvé l'OAV, qui met en avant du coup le frère de Freezer, parce que c'est vrai que finalement, ce qui est marrant, c'est que Freezer, t'as l'impression que c'est un mec tout seul, mais il a un papa, il a un frère, c'est limite si des fois il a pas une maman ou autre cachée dans l'espace, qui vient là un peu par hasard, en mode bon, au début Freezer il a fait de la merde, je m'en bats les couilles, mais genre vénère, et puis finalement, oh bon, maintenant que j'ai posé mon cul sur terre, je vais te défoncer la race. Mais du coup, je trouve que Couleur me parle plus que Freezer, parce que je trouve que Freezer c'est l'archétype du je suis vicieux, je veux gagner à tout prix, je m'en fous, je vais trahir, je vais tuer mes sbires. Alors que Couleur, bah c'est un mec qui est droit dans ses bottes, qui un peu vénère, un peu rancunier, mais qui je trouve un peu plus un petit côté sel, tu vois, un côté un peu, bon, sel c'est un peu une pute quand même aussi, mais tu vois, un peu côté un peu plus droit dans ses bottes et un peu plus je vais la défoncer la régulière, quoi. Ouais, c'est certain que c'est un personnage qui a un code de l'honneur. Il vient finalement pas pour venger la mort de son frère, mais vraiment pour nettoyer l'honneur de sa famille, quoi. C'est amusant d'ailleurs que tu parles de famille, parce que il parle de sa famille dans le film, mais comme c'est un film qui est une alternative à la fin de l'arc Freezer, comme le disait Ika un peu plus tôt dans l'émission, avant qu'on t'accueille, eh ben, c'est un film qui ne prend pas en compte l'existence du roi Cold. C'est un film qui, du coup, ne prend pas en compte tout ce qui s'est passé à la fin de l'arc Namek. Et en soi, c'est un personnage qui vient pour venger la famille qu'on ne connaît pas encore. Et c'est un truc que je trouve assez intéressant, le fait qu'ils aient aussi anticipé sur le fait que peut-être potentiellement, par la suite, on va retrouver des personnages qui vont être développés dans cette continuité, dans cette lignée, en fait. Un petit point VF, parce que j'ai écouté un peu la VF de Metal Couleur et de Couleur, du coup. Autant je trouve que la VF de Couleur qui est fait... merde, comment il s'appelle cet acteur ? Je l'avais hier. Le mec qui joue José dans Scène de ménage, qui fait... Frédéric Bourali. C'est ça, là, qui fait Mister Satan aussi en VF. Autant je trouve qu'il a pas... Enfin, je trouve qu'il fait méchant, mais... je vais pas dire bas de gamme, mais pas super cool. Alors que dans Metal Couleur en VF, c'est la même voix que celle. Et là, du coup, tu sens vraiment le côté... tu vois, un peu... voilà, j'ai une grosse paire, quoi, et je vais... Pas de boule de cristal. Et je vais, voilà... vraiment m'imposer en tant que méchant charismatique, et c'est aussi pour ça je pense aussi que Metal Couleur et Couleur m'a aussi bien marqué, c'est aussi par ces doublages d'exception, alors qu'en VO, alors c'est très bien aussi d'avoir fait ça en VO, c'est que si je dis pas de conneries, c'est le même doubleur que Freezer, enfin en tout cas t'as le même timbre de voix, je trouve ça cool d'avoir regardé un peu
même espèce, même voix, et ça joue aussi sur le côté, regardez, c'est vraiment Freezer, ils ont la même voix, ils ont la même apparence, même si la transformation n'est pas la même, mais ça joue un peu là-dessus aussi, quoi. Bah, en fait, ouais, c'est cette distinction-là aussi qui est faite subtilement, mais dans le jeu d'acteur. Mais qui, alors soit on force le trait, soit c'est fait de manière subtile pour en tout cas le même seiyuu que Freezer, vu que voilà, c'est comme Nozawa quand elle change sa voix pour passer de Goten à Gohan à Goku, etc. Là c'est un peu pareil du coup avec le seiyuu de Freezer. Bon, j'ai pas son nom sous les yeux, mais voilà. Mais je trouve que voilà, Cooler il est beaucoup plus posé et en fait il est pas du tout dandy. C'est-à-dire que Freezer est très dandy, très élégant, très distingué. Il a son petit rire, oh 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 oh. Voilà, il a quelque chose de très démonstratif, alors que Cooler est beaucoup plus dans la retenue, beaucoup plus dans la puissance et la fermeté. Et ça, c'est quelque chose. Et du coup, moins dans l'excès tyrannique. Voilà, c'est quelqu'un qui va pas tuer ses sbires, c'est même quelqu'un qui va les sauver, parce qu'il me semble que lorsqu'il y a l'affrontement avec Sauzer, Cooler s'interpose, si je ne m'abuse. Je dis peut-être une bêtise. Ouais, mais... il empêche Piccolo de prendre l'ascendant sur Sauzer en lui tirant un rayon mortel dans le huc. Ouais, bah ça Freezer, jamais de la vie, quoi. Non, il aurait tiré sur les deux, il aurait tiré sur Piccolo et son sbire pour dire t'as fait de la merde, t'as vraiment une vermine, tu mérites pas d'être sous mes ordres, allez casse-toi, quoi. Ouais. C'est ça. Et du coup, j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant, en tout cas, cette différence-là. Même au niveau du design, tu vois, Freezer, il est en slip. Freezer, il a plus ce côté, ouais, même, tu vois, un peu... Je me risquerais à dire androgyne presque sur sa dernière forme, tu vois, il est assez reptile, efféminé, androgyne, tu vois, dans une espèce de puissance un peu étrange, là où en fait Cooler est beaucoup plus dans des couleurs sombres, avec son espèce de casque qui est bien plus prononcé. En fait, t'as l'impression qu'il a une armure Cooler, là où Freezer, dans sa forme finale, tout est lisse. Et c'est encore renforcé par sa transformation supplémentaire qui, pour le coup, je le disais dans le résumé, lui fait ressembler à un samouraï. Et c'est vrai qu'il a cette espèce d'armure lourde qui le rend vraiment encore plus imposant. Avec les yeux rouges en plus qui renforce le côté vraiment casque. Vraiment, t'as ce côté un peu, il est caché derrière quelque chose. Enfin, alors, tu vois ses yeux vraiment, vraiment blancs avec le petit point noir qui fait, bon, voilà, c'est ses yeux normaux. Là, vraiment, t'as ce côté un peu, il est en forme démoniaque, enfin, un peu caché, tu vois, dans l'ombre, quoi. Ouais, avec le masque contre le Covid aussi, très, très important, il se protège. Très pratique. Ouais, non mais j'insiste un peu sur ce détail, mais alors moi, c'est quelque chose que j'ai toujours kiffé dans le design de Cooler, c'est le fait qu'il a sa bouche normale et que le masque s'active des deux côtés et puis ça remonte comme une espèce de rideau de fer quand tu fermes un magasin. Il y a un peu ce truc, tu vois. Mais c'est intéressant parce que ça donne un côté, comment dire, encore une fois, organique et technologique en même temps. Alors que là, pour le coup, c'est vraiment une extension, enfin c'est du Kimimaro, quoi. C'est le perso, limite, fait pousser des os en excroissance pour protéger son visage. Et je sais pas, je trouve que c'est une petite idée qui enrichit encore le personnage en termes de mise en scène, alors que c'est vraiment un seul plan du film où on voit cette apparence-là. Je trouve ça assez savoureux, quoi. En termes de couleurs, sans mauvais jeu de mots, on passe d'une espèce de mauve violet très sombre à quelque chose de beaucoup plus clair. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai eu, en juste violet blanc. Et en termes de couleurs, ça marche super bien. D'autant plus que c'est des couleurs qu'on retrouve sur les sbires. Alors, on parlera des sbires un tout petit peu plus tard, mais c'est des couleurs qu'on retrouve sur les sbires. Enfin, le code couleur mauve blanc, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve que c'est ce qui fait la force de ce design. Enfin, c'est peut-être un de mes designs préférés de tous les méchants de DBZ. Hein. Qu'est-ce que vous avez pensé de la scène de transformation sous la cascade Bah, ça a de la gueule, enfin vraiment avec les petites cornes, tu sais, qui font t'as l'eau qui traverse derrière. C'est tout con, mais ça montre un peu le côté massif, et comme tu disais, les excroissances un peu la Kimimaro. C'est vraiment ce côté un peu, ça sort de son corps, quoi. Ça sort de son corps. C'est pour ça que l'eau est gênée par ça, tu vois. En termes d'animation, c'est intéressant parce que d'habitude, on a des choix de mise en scène qui vont, par exemple, par opposition, la transformation de Freezer, ou même la transformation de Cell plus tard, on va toujours avoir des inserts sur des parties très détaillées du corps, à savoir le pec qui va grossir, pareil le mollet qui va grossir, etc. Et là, on a vraiment une animation vue de côté, très fluide, des cornes qui vont pousser d'un coup sur le crâne, et il n'y a pas ce côté transformation cachée, très mystique. Là, on est vraiment dans un moment du film où il y a une montée en tension, et donc la scène rend ce côté très
très soudain et très surprenant de la transformation en la montrant entièrement. C'est aussi une des forces de sa transformation, c'est qu'en fait il prend 1 mètre de haut, quoi. Ça aussi, j'ai trouvé ça... Enfin, il devient beaucoup plus imposant, là où avant, bon, c'est un peu un minus, quoi. De toute façon, on est dans une période avec les OAV précédents où la dernière transformation des gonzes, c'est toujours prendre 4 mètres de haut, donc... Alors, on vous a pas mal parlé de couleurs, mais voilà, on a aussi un peu évoqué les sbires jusque-là, on va essayer de s'étaler un peu plus sur le sujet. Alors, les sbires de couleurs, c'est un espèce de Toku Sentai, il a son propre Toku Sentai comme Freezer a le commando Ginyu. Ils sont au nombre de 3 seulement, mais eux aussi ils savent prendre des poses super stylées de Power Rangers, et ça c'est vraiment très cool. Pour le coup, je trouve que le premier plan d'apparition alors il s'appelle Saucer, donc pour sauce crudité, Dore pour dressing, donc sauce dressing, la sauce salade, et Naze pour la mayonnaise, voilà, encore une fois c'est la sauce, quoi. Les mecs sont là, ils spawnent, ils ont le petit plan, voilà, où ils font des appuis tendus renversés, 16 au bac de sport, et ensuite ils enchaînent direct sur la baston contre Goku, quoi, le premier combat qui apparaît au bout de 6-7 minutes. Alors je trouve ces personnages sympas, un peu fades, mais je les trouve quand même assez sympas, à savoir que voilà, sur les 3, il y en a 2 qui ont des pouvoirs qui sont un peu inhérents aux commandos spéciaux qu'on va retrouver dans le lore de l'armée spatiale de Freezer. Mais voilà, sur les 3, il y en a un qui est juste là pour mettre des beignes, alors c'est Dole, si je dis pas de bêtises. Le mec est juste un gros mec vert qui met des boîtes. Naze, c'est un espèce de lézard qui peut rétracter sa tête, donc visiblement je suppose qu'il peut rétracter ses autres membres, et il a aussi une manipulation de l'électricité, un peu comme un des sbires du 2e film qui pouvait utiliser ses fouets pour envoyer un courant électrique, sauf que lui il envoie un courant électrique, on ne sait pas trop comment, il le produit, enfin bon il le produit, c'est bien, tant mieux pour lui. Et il y a voilà, alors Saucer qui est pour moi un personnage très charismatique également, enfin pour le coup j'ai plus de souvenirs de Saucer dans les jeux vidéo que Bardock ou Cooler qu'on avait vu dans le film également. Et voilà, enfin, je vais peut-être vous laisser développer un peu sur l'affect que vous avez vis-à-vis de ces personnages, mais pour le coup, je trouve que c'est des personnages qui sont intéressants parce qu'ils sont plutôt bien développés, et encore une fois, malgré Dore qui n'a pas vraiment de pouvoir, ils remplissent bien leur fonction de mise en valeur de l'antagoniste et de mise en valeur des protagonistes dans les affrontements qu'ils traversent. Je reviens juste sur leur apparence physique. Donc juste Doré, c'est un gros gaillard vert avec une armure et un casque. Bref, c'est un ennemi à farmer dans un mauvais MMO. Naze, c'est une espèce de reptile couleur ocre, bordeaux, orange, pas clair. Donc voilà, juste avec une tête, un long cou. Enfin voilà, il a ce côté un peu lézard, quoi. Et voilà, et surtout Saucer, donc, qui a la peau bleue. Les cheveux blonds, pâles, extrêmement, voilà. Il a les cheveux blonds, ouais. Décolorés, quoi. En fait, Saucer, c'est Jis du commando Ginyu, mais avec une permanente, et voilà, il a passé des vacances sur un soleil qui rend la peau bleue, quoi, au lieu de rendre la peau rouge. Mais enfin, c'est vraiment le même genre de gonze précieux. Moi, je trouve que ouais, Saucer, de toute façon, c'est un peu le capitaine du commando, et je trouve qu'il est vraiment stylé. Enfin, déjà, son espèce de lame qu'après on retrouvera aussi sur Zamasu dans Dragon Ball Super bien plus tard. Sa VF avec Eric Legrand, voix de Vegeta, qui a vraiment ce côté un peu narquois. Enfin, toi, ce côté un peu vraiment narquois, c'est parfait, quoi. Donc vraiment, Saucer, je pense, c'est l'un des meilleurs sbires, même du commandant Ginyu de manière générale. Enfin, par rapport au commandant Ginyu, je trouve qu'il a ce côté un peu narquois, un peu je vais te démonter, mais voilà. Et un peu fourbe aussi. C'est ça qui est marrant, c'est que par rapport à un couleur qui est vraiment droit, lui, il va pas hésiter à faire des coups dans le dos. Par exemple, quand on le voit à la toute fin, qu'il n'hésitait pas à revenir pour essayer de casser la gueule aux gens par derrière. Lui, il n'hésite pas à faire des petits coups tordus, quoi. Il a un côté très précieux, et c'est marrant que tu en parles, parce qu'en fait, dans la version originale, le doubleur, c'est le doubleur de Zabon, en fait. Ils ont le même voilà, cachet très précieux. Ok. Et du coup, c'est marrant, je trouve que la version française ait un peu adapté ça en reprenant la voix de Vegeta, qui lui-même est un prince, et voilà, il a une dignité, une stature qui correspond à l'esthétique du personnage, quoi. Mais c'est toujours une ambivalence qui est présente chez Toriyama, hein, le côté que les personnages, disons, de la haute soient en fait des sales bâtards en scred. Je trouve qu'il n'y a pas de personnages qui ont une vraie dignité s'ils font partie de l'aristocratie, quoi. Et pour Saucer, ouais, son attaque avec l'épée, comme tu l'évoquais, ça préfigure Zamasu, hein, c'est aussi une épée mauve, faite de ki. C'est assez marrant. Bah ouais, il y a ce côté un peu Naruto, tu sais, genre on réunit le chakra, et on dirait Kabuto aussi dans Naruto. Ouais, aussi, ouais. Un peu ce truc, quoi, un peu chirurgical, tu vois.
une espèce d'attaque vraiment, genre je vais te couper les points vitaux, quoi. Bon, là, il coupe les arbres lorsqu'il frappe Piccolo. Il y a aussi son espèce d'attaque, là aussi très précieux, je pense, parce que contrairement à un Vegeta qui est bourrin, qui va faire des final flash en mode, ou un Gamma Burst dans Dragon Ball Super, où c'est genre une espèce d'explosion de puissance sans retenue, l'attaque que fait Sauzer à distance, c'est juste ses doigts. Il va utiliser ses doigts pour tirer des petits rayons laser. Et ça renforce aussi ce côté un peu précieux, tu vois, ce côté un peu distingué, un peu moi je vise seulement là où ça fait mal, j'ai pas besoin de plus. Je sais pas si vous partagez mon sentiment sur cette attaque-là, mais un peu ce côté, voilà, même dans ses attaques, il est précis et précieux. Non, mais je vois ce que tu veux dire, t'as raison là-dessus. Enfin, de toute façon, Sauzer, c'est un peu l'archétype. Enfin, de toute façon, c'est ça qui fait vraiment une belle opposition avec Cooler, qui est vraiment plus droit, plus force brute, sans savoir que c'est une transformation aussi qui est vraiment là il te fouille, il te prend et il te fout sur le sol jusqu'à exploser le sol et à casser l'eau en deux. Enfin, Sauzer, c'est plus ce côté un peu on va dire technique, tu vois, technique littéralement, tu vois, c'est moins de la force pure, c'est vraiment un peu de la technique quoi. Et du coup, pour parler un peu des affrontements directs de couleurs avec Goku et puis les autres aussi, voilà, bah justement, quand Goku protège Gohan d'une attaque de couleur, c'est couleur qui le regarde mal en fait. C'est juste une attaque, tire un laser avec ses yeux. Alors, c'est un truc qu'on a déjà vu avec Freezer, je crois, mais en tout cas qui va un peu se démocratiser avec le Dr Gero notamment. Voilà, et puis même Metal Cooler plus tard. C'est une attaque qui reviendra un peu plus souvent. Et peut-être Piccolo Daimao aussi qui utilisait. Bon, bref, je sais plus trop. Mais il y a aussi ce côté très oh tu me saoules, je te regarde mal, et il y a là aussi pas beaucoup de, tu sais, c'est efficace, c'est une attaque qui est efficace, et moi il y a ce plan que j'adore, voilà, toujours au crépuscule, où en fait t'as Gohan et Goku qui tombent dans la cascade, au pied de la cascade, et t'as Cooler qui saute et qui envoie une espèce d'immense laser qui creuse un trou au pied de la cascade. Je sais pas si vous vous rappelez de ce plan. Ouais, tout à fait. Bah, l'eau s'écarte sur les côtés et met quelques secondes à se reconstituer comme ça. D'ailleurs, c'est un plan qu'on va retrouver plusieurs fois. Enfin, à chaque fois, je le trouve très, très saisissant. Mais je trouve que cet OAV, il met beaucoup en avant quand même la destruction de terrain, enfin, par rapport à d'autres méchants, ou tu sais, même tu vois, quand même, d'autres méchants, c'est plus... On va démolir une planète ou on va démolir une montagne. Là, c'est vraiment tout qui se fait casser. La forêt qui se fait démolir, qui ensevelit Sangoku et Sangohan, le cratère dans le truc, l'eau qui est séparée en deux, même Cooler qui ramène sur le sol pour l'exploser, le combat dans l'eau. Enfin, t'as l'impression que c'est vraiment un combat qui va démolir le camping, qui va vraiment exploser le sol, quoi. Et pas juste un combat entre deux guerriers dans l'espace où ça fait des téléportations à l'infini. C'est vraiment le terrain utilisé en tant que tel, quoi. C'est un terrain de combat, quoi. Ah, écoute, je suis ravi de t'entendre dire ça, parce que moi, ça fait 4 épisodes de Capsule Z où je dis que justement, ce qui me botte à fond dans les affrontements de DBZ, c'est ce côté... Moi, j'ai que le terme anglais qui me vient en tête, c'est le côté grounded, c'est le côté, tu vois, terrain, quoi. Voilà, j'ai toujours cette image en tête de Broly dans le dernier film qui encastre, je crois que c'est Goku contre... tu sais, il le traîne dans l'iceberg, quoi, dans le rocher, et puis ça fait ta 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 ta. Ouais. Bah là c'est pareil, Cooler fait tout le temps ça, il encastre Goku dans le mur, Goku il finit même 1 mètre dans un rocher, encastré littéralement, et puis ouais, en fait il est très brutal, quoi. Cooler, c'est un perso qui a tout à fait compris que si il coince son adversaire entre lui et de la matière, eh ben, ça fait des chocs à pic, quoi. Et donc il passe son combat à mettre des boîtes à Goku dans le but de l'écraser contre quelque chose. Et c'est assez marrant d'ailleurs parce que dans la résolution, c'est un peu quelque chose, c'est une stratégie qui se retourne contre lui. Puisque lui-même, quand il est envoyé dans le soleil, il est coincé entre sa propre attaque et la surface du soleil. Et donc il y a une espèce de retour de bâton qui est mis sur le personnage, qui est assez savoureux parce que on a vraiment cette inversion de stratégie qui est sur sa gueule, quoi, ensuite. C'est marrant que tu dises ça parce que justement, je pensais au fait que Cooler, une de ses spécialités en termes de style de combat, et là je pense presque à Dragon Ball FighterZ où c'est clairement un personnage comme ça, c'est un gap closer, quoi. C'est-à-dire que c'est un perso qui va toujours essayer d'être au contact, et en fait la moitié de ses techniques, c'est des techniques où il va rapprocher son adversaire de lui, ou alors il va s'approcher à toute vitesse de son adversaire. Quand Goku lui lance un Kamehameha, en fait, il fait pas de détour, il brave le Kamehameha pour foutre une immense patate à Cooler, ou alors il va faire une espèce de coup de pied
de dive kick, quoi, de coup de pied sauté qui va le rapprocher de son adversaire. Il y a vraiment ce côté, je fonce, je brave les attaques et tout, et c'est un taureau. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un poil dommage avec ce film, c'est que t'as vraiment ce gap où il démolit Goku normal et même Kaioken où il fout une pichenette derrière d'un coup. Et après, quand il est en Super Saiyan, t'as l'impression que ça devient juste un sbire. En fait, ça, je trouve ça un poil dommage, c'est que t'as vraiment ce combat où il est massif, où il explose Sangoku, n'importe qui, voilà, où t'as vraiment ce côté taureau. Et à la fin, en fait, il se fait exploser n'importe comment en 2 ou 3 minutes, c'est bouclé, même la supernova qui est quand même une attaque qui peut exploser le planète, il se fait ruiner par un Kamehameha Super Saiyan, quoi, tu fais... Putain, c'est tout ou rien, et ça, je trouve ça un poil dommage avec cette conclusion de film, c'est que, enfin, qu'on verra aussi régulièrement, c'est le méchant gagne, et puis d'un coup, ah, Super Saiyan, et hop, c'est bouclé. Et ça manque un peu, je sais pas, un peu plus de technique, tu vois, ça manque un peu d'intelligence, alors qu'au début, c'est vraiment, on va essayer de détourner, Piccolo utilise des techniques pour renverser les combats contre les ennemis, ou même, tu vois, quand Sangoku, il fait un Kamehameha où il vise celui qui attaque Sangohan et Piccolo, mais il dit, tiens, je vais tirer dans la tête, il va enlever sa tête et dire, ah, bah, j'ai esquivé, bah non, c'est pas toi que je visais l'autre. Le combat couleur Sangoku, une fois que les Super Saiyan, bah, c'est plus un combat, il se fait massacrer, et puis voilà, quoi, je trouve ça un poil expédié, quoi. Mais on en parlait un peu en off en préparant l'émission. C'est vrai que pour le coup, La Revanche de Couleur, c'est vraiment le film qui va marquer le début de la rupture, de la cohérence, de l'équilibrage des persos. Avec vraiment ce délire de on va quitter disons les séquences d'aventure pour commencer à s'aventurer dans des suites de combats interminables pas parce qu'ils sont particulièrement longs mais parce qu'en fait ils vont devenir particulièrement répétitifs. Mais voilà, cette période de Dragon Ball Z, c'est vraiment un moment où Super Saiyan égale victoire, quoi. Je trouve que c'est le premier OAV qui initie vraiment le côté grosse boule de feu qui revient dans l'ennemi et qui amène vers le soleil, qu'on verra avec Couleur, Broly, Broly je sais plus, non Broly c'est autre chose, mais le retour de Broly, on va le revoir, en outre mesure, le Kamehameha père-fils c'est un peu ça, où Cell va dans le soleil, enfin, c'est à partir de ce moment-là que le soleil c'est un peu, tu vois, la destination finale, quoi, c'est un peu le terminus, tout le monde descend, quoi, c'est Kamehameha vers le soleil, parce que le soleil, c'est bien connu, ça permet de tout brûler, les bactéries. Bah en fait, comme vous l'évoquiez, il y a une espèce de Dragon Ball Z-isation des films. C'est-à-dire qu'on va avoir des affrontements beaucoup plus chorégraphiés. Alors non pas qu'ils n'étaient pas chorégraphiés, hein, je repense au film Garlic où il y avait des espèces de prouesses d'animation, mais on va être beaucoup plus dans un attachement à une mise en scène spectaculaire des affrontements, avec téléportation, avec des débris qui explosent, des trucs, voilà, en tout cas quelque chose des combats avec beaucoup plus d'ampleur et de puissance. J'en parlais également à l'épisode précédent, lorsqu'il y a des espèces de flashs blancs avant les coups de slug dans la menace de Namek. Et là, en fait, ce qu'il y a d'impressionnant, c'est le soin apporté à l'animation des combats. Alors autant parfois l'animation est un peu claquée, je repense à l'intro, hein, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a aussi des moments où l'animation elle est virtuose, et je pense à mon plan préféré du film, je pense. Il y a 2 plans que je préfère dans tout le AV, et c'est des plans que je trouve en termes de mise en scène qui sont mais vraiment brillants. Il y a le plan où Couleur s'élance sur Goku, donc il l'impose vraiment, et en fait il lui saute dessus de la cascade, c'est quelque chose qui est vraiment top. Et il y a le deuxième plan, alors là je pense qu'il vous a également marqué, qui est virtuose. C'est un plan qui tourne autour de Couleur. Alors Goku vient de passer en Kaioken et la caméra va tourner autour de Couleur comme si on ne savait pas où Goku allait frapper. La menace plane autour de Couleur en fait, vu que Goku est passé en hyper vitesse entre guillemets. Et là, alors déjà l'animation est virtuose, elle est ultra rapide, et Couleur dans un simple mouvement va lever le bras au-dessus de son épaule et interrompre Goku qui se prend une manchette, quoi. Et ensuite Couleur enchaîne. Ce plan il est mais splendide, quoi. Je sais pas s'il vous a marqué la rétine comme moi, mais claque, quoi. Ce plan il est génial parce que pour 2 raisons. En fait tu les as ébauchés, mais tout bêtement c'est un plan qui simultanément met en valeur l'aspect valeureux de Goku, sa puissance, sa vitesse, le fait qu'on sache pas où il va frapper et quand. Et en quelques secondes la mise en scène du plan va retourner cet effet de puissance de Goku
en mettant l'accent sur Cooler au moment où le plan se stoppe sur cette espèce de manchette qu'il va infliger à Goku. Et donc en termes de rotation de caméra, etc., on a vraiment l'ambivalence qui vient donner de la puissance aux deux personnages. Non mais c'est ça qui est ouf, c'est ce côté un peu vraiment en 3D, tu vois, enfin fausse 3D où tu tournes autour, et tu te dis bon, Goku c'est un insecte quoi, vraiment pichenette, tu vois, c'est... En plus il se met en Kaioken, si je dis pas qu'on a juste avant, il se concentre, il se met en Kaioken, genre en mode voilà, je vais repousser mes limites, et non, ferme ta gueule quoi, c'est paf, petite patate, et puis tu tombes quoi. Même tout bêtement, le plan est super cool parce qu'il permet d'effectuer une rotation autour du perso, et donc on le voit sous toutes les coutures, et en fait on voit effectivement que c'est un personnage, donc on voit effectivement que c'est un personnage qui est musculeux, qui est impressionnant, et le plan en ce sens est hyper riche, et ouais, non seulement en termes d'animation il est virtuose, mais en termes d'analyse entre guillemets, il donne beaucoup à voir sur le combat. Et du coup, comme on l'a évoqué, il faut un homme de toute puissance, un terrien de toute puissance pour... affronter Cooler en bonne et due forme. Et c'est pour ça qu'on va vous parler de Krillin. qui est un vrai terrien pour le coup. Non mais voilà, c'est pour ça que du coup on va un peu vous parler de la figure donc de Goku, figure messianique, figure christique en ce mois de Pâques. Bon là je mets un jingle. Aucune conviction, tu sais, en ce mois de Pâques. Je sais pas. Mec ne sait plus où il habite, quoi, vraiment. Oh, mais moi, ça fait 3 heures qu'on enregistre, là, je suis au bout de ma vie. Jésus Goku, c'est pas des conneries. On a relevé plusieurs trucs qui nous font penser que Goku était dans la Bible. En tout cas, c'est une autre approche du Super Saiyajin. Alors, il y a toujours ce côté... le Super Saiyajin, c'est l'élu, c'est l'unique, le soldat légendaire, etc. Et dans ce film-là, en fait, il y a une autre approche que celle de l'élu. C'est celle du Messie. Ça serait plutôt une espèce de figure miraculeuse, divine presque, où en fait il y a une espèce de cahier des charges, de miracles à accomplir pour mettre sa dose à Cooler. Je sais pas si vous partagez un peu mon impression de ce côté religieux un peu du film, mais moi ça m'avait totalement échappé lors de mes précédents visionnages, mais en revoyant le film, je me suis dit super, de la propagande religieuse quoi. Bah en fait c'est comme tu disais, c'est qu'il y a pas mal d'éléments qui rapprochent ça, enfin le côté où il fait revivre le petit oiseau dans la main, même si Cooler le fait aussi, ce côté un peu je sépare la mer en deux au début du film quand il fait le Kamehameha pour s'entraîner, que Cooler refait pareil mais en plus puissant en foutant Goku dans le sol. Il y a des petits éléments par-ci par-là qui font un peu vous avez la ref. Goku est miséricordieux, c'est le genre de mec, Freezer il est prêt de crever sur la planète, il fait vas-y donne-moi de l'énergie pour que je puisse survivre, t'es un homme d'honneur. Goku fait tiens ouais, de l'énergie, casse-toi quoi. Mais Cooler il a un peu une dimension, voilà je le disais en début d'émission, il a une dimension démiurge, c'est lui qui avait droit de vie ou de mort sur Goku et qui l'a laissé vivre, et finalement Goku lui il vient se confronter à Cooler un peu plus tard, et Cooler va lui imposer en fait une suite d'épreuves. Et ces suites d'épreuves sont en quelque sorte une espèce d'ordalie que va devoir suivre Goku pour accéder au statut divin à son tour. Et ce statut divin, en fait, il est pas si simple que ça, parce que dans le film, on a vraiment l'idée que Goku est là pour éliminer le mal en la personne de Cooler, donc cette espèce d'antéchrist extraterrestre. Enfin bon, tout ça pour dire que, voilà, dans le film, Goku est présenté comme étant un dieu bon, un dieu salvateur qui a subi, on va dire, une suite d'épreuves et qui accède à ce statut, alors que dans le manga et dans la suite de l'animé, il y a plusieurs signes qui vont montrer que finalement le manichéisme n'est pas si évident que ça. C'est-à-dire qu'il y a à la fois cette figure un peu christique du sauveur divin, tu vois, façon supersonique. C'est pas Jésus, c'est un Super Saiyajin, donc il y a quand même cette espèce de fierté, voilà, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure, espèce de fierté guerrière qui revient à la charge, donc on est peut-être loin d'un idéal de justice, mais il y a quand même cette idée, je trouve, il faut réinstaurer l'ordre dans le monde et il faut réparer les torts. Donc c'est peut-être une justice personnelle, hein, mais je trouve que le Super Saiyajin vient corriger les maux du monde, entre guillemets. Tu vois, c'est-à-dire qu'il sauve le petit moineau en lui redonnant de l'énergie, ou je sais pas trop comment c'est fait, hein, c'est plutôt une portée métaphorique. Oui, il y a un rattachement très fort à la nature, et voilà, encore une fois, toutes les transformations qui sont propres aux Saiyans sont des transformations qui passent aussi par une espèce d'osmose avec la nature. Les gros singes. Que ce soit Ozaru ou le Super Saiyan, bah oui, le gros singe, la grosse moula. Non, puis même Goku, au-delà de ça, c'est quelqu'un qui a appris à utiliser l'énergie de la nature, hein. Le Genki-Dama, c'est
ressentir l'énergie, l'emmagasiner et l'envoyer dans la gueule à l'ennemi, hein, techniquement. Hein. C'est quelqu'un qui a appris à écouter le monde, enfin le monde littéralement, quoi. Ouais, alors point fort du film, y a pas de Genki Dama. Moi j'étais heureux. Point fort du film, j'en ai ras le cul des Genki Dama. Là, je me suis dit, il est où? Il y en a pas, je suis heureux. Qu'à libérer, quoi. Ah, c'était. Mais alors, il y a ni Shenron, ni Genki Dama, mais je te jure, quoi. Ah, soulagement total. C'est bon, on arrête, quoi. Ah bah du coup tu vas aimer Sommet guerrier de l'espace, du coup il y a ni Genki Dama ni Shenron. Ouais, ni animation, donc non en fait. C'est dur. On va voir dans 2 semaines, tu vois. Ouais, on va se taper, hein. on va se taper. On va se taper sur le sujet. Ça arrive, hein. Préparez l'octogone, pas de règles. Mais alors du coup c'est marrant que vous parliez de on va dire du côté moral et des valeurs de Goku Messi en tant que Jésus, rédempteur, machin mon cul. Mais en fait, à la fois je suis d'accord, et d'un autre côté, moi j'ai beaucoup plus vu dans ce film-là une approche beaucoup plus symbolique du rapport messianique, enfin en tout cas de Goku comme un Jesus. En fait, c'est simplement que il est dans une grotte, qu'il y a les animaux autour de lui, façon naissance de Jésus, en tout c'est cas, la crèche. c'est la crèche de ouf. Le côté blessé qui prend une balle pour son fils. Il y a aussi le côté, tu vois, il est en croix dans la pierre quand il se fait encastrer par Couleur, il est littéralement crucifié. Ah, c'est Goku martyr. C'est vraiment Goku martyr. C'est Goku martyr et simplement la résurrection en fait. Goku, il est laissé pour mort dans une espèce de grotte, et au bout de 3 jours, en tout cas une nuit dans ce film-là, il en sort. Donc en fait, c'est marrant qu'on soit parti dans une discussion sur les valeurs de Goku, alors que pour moi c'était plutôt des rappels esthétiques, c'était plutôt une logique de Goku qui est présenté comme un messie plus qu'il ne l'est vraiment. Mais cela dit, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur ses valeurs, quoi. Ah, mais si on colle au film, je suis tout à fait d'accord sur ces rappels esthétiques, en tout cas. Alors avant de passer à la conclusion de cette émission, on va vous parler, voilà, en 5 minutes, de la fin du combat, de la conclusion et de l'épilogue du film. Alors, pour ce qui est de la conclusion, ben voilà, Goku Super Saiyan arrive, il redescend parmi les siens, il envoie un canon laser à Couleur qui est envoyé dans le soleil, qui, regrette d'être aussi con que son frère, qui a un flashback qui lui revient en tête, et il se dit « Ah putain, ce gamin, je me souviens, c'est lui, en fait j'aurais dû pas faire le fou et rester humble. » Et du coup, bah, il est pas resté humble, et bah, il a pris une claque dans la gueule, et c'est bien fait pour lui. Et voilà, donc le film, ça se termine là-dessus, et puis voilà, on a... Attends, Ouais. Zef. Le soleil explose. Ah oui, le soleil explose, mais il explose, mais il est pas détruit. C'est genre juste, il est en bass boosted, quoi, tu vois. C'est Slav Squat Couleur radio edit. Et le lendemain, bah, il fait jour, c'est le lendemain matin, tout le monde a son petit bol de ricoré dans le désert, et tout le monde est au calme. Comme si rien n'avait eu lieu. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, de cette fin. Moi, ça me... J'ai pas été choqué comme toi, j'étais là, ah bon, bah voilà, le soleil explose, ok. Bah c'est plus c'est plus pour le style, mais après perso la conclusion en elle-même, je trouve qu'elle est tellement claquée. Enfin, une supernova, enfin tu vois limite ça explose Namek et que limite Goku arrive pas à l'arrêter. Alors que là, en théorie, enfin de toute façon, on s'est dit tout à l'heure, hein, c'est que la cohérence de la force est complètement pas là. Parce que techniquement, Couleur en forme finale, il devrait être plus fort que Freezer forme finale. Et là, la supernova, bah un Kamehameha simple, hein, même pas un Kamehameha, je sais pas, avec une force de Genki Dama sortie de nulle part ou de l'aide de n'importe qui, bah ça renvoie une supernova vers le soleil, quoi. Oui, bah l'équilibre, comme on le disait juste avant, hein, l'équilibre des forces dans ce film, il est niqué, bon bah voilà. Après, voilà, de toute façon, c'est ça, de toute façon, on est là, de toute façon, les OAV, on est là pour du spectacle, pour de la bagarre, et faut pas chercher là-dessus, hein. Même Dragon Ball Z, après, même si après celle ça va encore, c'est comme ce débat inutile qui c'est le plus fort, Bouhan ou Petit Bou, on s'en bat les couilles, quoi, dans l'absolu, on veut, c'est de la bagarre, et un truc joli, un minimum cohérent, mais sympa à regarder, quoi. Voilà, c'était sympa à regarder, mais c'était pas cohérent, bon. Ouais. Ce qui est surtout choquant, en fait, c'est pas tant l'écart de puissance que juste le fait que ce soit expédié en 30 secondes, quoi. Et alors, pour ce qui est de l'épilogue, ben voilà, Couleur a été détruit dans le soleil, et bon, bah, les persos se réveillent le lendemain, ils ont bien dormi à la belle étoile, ils peuvent plus bouger, tu vois, ils sont tous éclatés, voilà. Krillin, Gohan récupèrent le corps de Goku qui est vraiment au bout du slip, qui a passé la nuit par terre.
Ils sont sur le point de le sauver et tout va bien se passer. Et là, bam, voilà, comme je le disais dans le résumé, jumpscare et Souther apparaît, il est prêt à les déboîter. Et bon, bah, y a un Makenko Sapo qui arrive de nulle part. Piccolo résout la situation en 2-2. Là, pour le coup, la scène va très vite, mais je trouve pas que ce soit un problème. J'aime bien le fait que ce soit un dernier petit bond comme ça avant la fin. Et puis voilà, on a cette conclusion avec Piccolo qui boit un peu d'eau à la cascade et puis qui kiffe la vibe avec voilà, transition générique. Voilà, moi j'ai bien aimé. Je sais pas si ça vous a plu plus que ça ou pas. Si vous avez quelque chose à ajouter. Non, moi j'aimais bien, puis ça permet de voir la conclusion du combat Piccolo-Souther aussi, tu vois. La conclusion, c'est lui qui gagne, quoi. Ouais, puis il y a ce feeling western aussi. Ils sont dans une espèce de désert avec de la poussière un peu soulevée. Et puis c'est genre, t'as Souther qui les braque. Enfin, il y a un peu ce côté, plus personne ne bouge. Et puis tu as du fond du truc, c'est genre, paf, quelqu'un a tiré, Souther s'est fait toucher. Donc ça j'ai plutôt bien aimé. Ouais, c'est un sniper no scope, comme tu disais, quoi. Donc ouais, j'ai bien aimé. Puis ça permet un peu de reposer les enjeux, genre, il en restait un, hop, fin de l'histoire, on boucle le truc, quoi. Alors voilà un peu pour cette discussion autour de La Revanche de Couleur, un film voilà, qui est assez simple au niveau du scénario, mais qui a quand même apporté bien des choses à l'univers Dragon Ball Z. On espère un peu vous avoir éclairé sur les thématiques, sur voilà, les discours, les images un peu de ce film. Voilà, alors quant à notre avis, voilà, Étienne, je sais pas toi ce que t'en as pensé de ce film. Bah moi je l'ai bien aimé, il est efficace avec un peu de relation père-fils, que ça qui manque un peu à Sangoku et Sangohan, de la bonne bagarre et surtout la transformation quand Couleur explose Sangoku. Et c'est vraiment ce qui va instaurer vraiment le rythme de Dragon Ball Z à tous les films, quoi. Ce côté vraiment bagarre et introduction de nouveaux méchants, enfin et c'est ça que j'aime aussi le film Dragon Ball Z, c'est ce côté vraiment popcorn, tu te prends pas la tête, tu regardes et tu te fais plaisir, quoi. Et là-dessus, Couleur remplit totalement le cahier des charges, quoi. Ben moi pareil, j'ai passé un assez bon moment devant en le considérant, voilà, comme tu dis, GE2, comme un film popcorn en fait. C'est-à-dire que le film va droit au but, comme tu le disais, Ika. Il passe pas par quatre chemins. Il va directement développer le personnage antagoniste et l'affrontement contre celui-ci. En termes d'animation, je l'ai trouvé en dessous du film précédent, quand bien même le plan dont on a longuement parlé, là, l'espèce de plan rotatif, est vraiment somptueux, est vraiment exceptionnel. Alors je sais pas si ça tient au cahier des charges, encore une fois, de la production qui a décidé de mettre l'accent sur certains plans pour mettre en valeur le personnage au détriment de certains autres plans qui sont plutôt dans l'intro du film. Peu importe, en fait, j'ai passé un bon moment devant et je suis vraiment frétillant à l'idée de voir la suite de ce film dont on va parler très prochainement dans l'émission. Ah merde. Voilà qui conclut ce 5e épisode de Capsule Z. GE2, merci d'être venu te prêter au jeu de l'invité. On peut te retrouver sur un podcast que tu fais une fois par mois qui s'appelle Aux Manettes. C'est ça, enfin un espèce de journal de jeux sur les jeux auxquels j'ai joué avec des invités aussi. Si vous voulez un peu de Dragon Ball, il y a 2 ou 3 mois j'avais fait la chronique sur Dragon Ball Z Kakarot, qui porte un peu bien son nom, donc j'aime beaucoup quand même, malgré ses défauts, mais ça c'est un autre débat qu'on pourra moult parler avec Ika, je pense, à l'occasion. Et sur Twitter, @LordGE2. Super, merci. Et juste avant de se laisser, on va vous écouter pendant quelques minutes. Vous allez nous parler un petit peu d'un sujet qui vous tient à cœur dans la Minute Shenron. Alors pour cette Minute Shenron, on va profiter de la présence de GE2 pour parler un peu plus librement d'un sujet plutôt que voilà faire une petite chronique, notre petite chronique habituelle. Et comme moi, GE2, t'es un joueur acharné depuis quelques années maintenant de Dragon Ball Z Dokkan Battle. C'est ça, même depuis quasiment... Attends, j'ai regardé à combien de jours je suis, mais quasiment depuis le début, quoi. J'ai connu l'événement des 1 an, des 2 ans, enfin j'ai connu une époque où en fait le jeu était ultra dur, où il fallait farmer des bestioles qu'on nommait Super Strike, enfin voilà, c'est... Quand Tao Pai Pai était redoutable encore. Ah, c'est ça, tout à fait. Alors pour un peu de contexte, Dokkan Battle c'est un jeu sur mobile en fait, disponible sur iPhone, Android et autres. C'est un jeu de cartes Dragon Ball Z où en fait vous collectionnez plusieurs cartes que vous pouvez invoquer sur des portails.
C'est un jeu qu'on appelle les gacha games si je ne m'abuse, où en fait voilà, vous allez devoir collecter des ressources, en l'occurrence des Dragonstone, des pierres de dragon, pour invoquer voilà, vos cartes de personnages favoris. Alors évidemment c'est un jeu que vous pouvez trouver totalement gratuitement sur votre Play Store. C'est un jeu de rôle au tour par tour, où en fait vous avez un adversaire, vous avez une équipe de 7 personnages de cartes si vous voulez, et vous avez 3 personnages par tour qui jouent à la suite. Il va falloir coordonner vos attaques en fonction du placement des adversaires et en fonction de l'endroit où ils attaquent. Mais c'est également un jeu qui voilà, incite à lâcher du flouze pour avoir plus de ressources. Je sais pas si toi GE2 t'es ce qu'on appelle un cash player ou alors un joueur free to play. Bah, il y a un moment où, au tout début, j'ai mis une dizaine d'euros pour acheter des trucs, mais depuis, je suis en mode free-to-play, parce qu'en gros, pour expliquer, c'est que on peut gagner Dragonstone tous les jours en se connectant, il y a des missions journalières, des missions à thème selon les portails actuels, et du coup, je trouve que le jeu est pas trop pute. Après, c'est une question de cœur, principalement, une vraie question stratégique, c'est... Là en ce moment c'est un event autour de C13. Là lundi on va avoir ce qu'on appelle un légendaire avec le Goku du même film, faiseur de miracles. Et du coup t'as ce côté un peu, soit t'as une baleine, ce qu'on appelle une baleine, attention c'est un terme pas péjoratif, enfin un peu, mais pas dans le sens premier du terme, où en gros t'investis des centaines d'euros pour avoir Dragonstone pour invoquer à l'infini. Soit tu fais des choix tout simplement, t'es pas obligé d'avoir un coup sous la gorge pour dire tiens je vais prendre ce portail là, c'est bah celui-là, genre il y a eu un portail Piccolo, je fais bah je m'en fous un peu donc je vais attendre et économiser pour mettre en masse sur des portails plus intéressants. Et donc en fait il y a vraiment un côté collectionniste. Au début c'était vraiment un jeu qui était assez dur car en fait les cartes c'était vraiment de la stratégie avec les liens entre les personnages, les attitudes leader qui fait que ça donnait un boost à tout le monde, était très limité. Aujourd'hui c'est un peu Dragon Ball Z, hein, c'est la fête à la saucisse. T'as peut-être beaucoup trop de possibilités, ce qui fait que pour faire les events de base, en fait tu peux les faire facilement, à part des événements très haut de gamme comme le Goku Rush ou Super Battle Road. C'est un jeu en fait que tu peux chill. Pour moi c'est vraiment devenu ça, c'est vraiment un jeu qui quand je sais pas quoi faire, bah je fais un peu de Dragon Ball Dokkan Battle, ça me fait passer le temps, ça en fait ça me repose l'esprit. Je fais un truc et je farm un peu bêtement. Et puis après, quand j'ai assez de Dragonstone, quand il y a des events, bah, là je stack absolument pour les 5 ans. Mais là je prends un petit plaisir. Alors attends, est-ce que je vais avoir la carte que je veux absolument, patati patata. Enfin moi j'adore Gogeta, je trouve que Végéto claquer et Gogeta le feu. Ah non. C'est un avis perso. Non mais dans le jeu en tout cas, suprématie de Végéto. Ah bah en même temps il y a 36 Végéto et il y a 2 Gogeta. En même temps, voilà quoi, faut se calmer un peu monsieur. Et en fait, là où c'est intéressant, et je pense que c'est là que tu veux en venir aussi, c'est ce côté un peu vraiment spectacle, où vraiment, là on a vraiment une vraie belle évolution au niveau des animations, qui reprennent vraiment limite les animations des films et des dessins animés, quoi, et c'est assez dingue là-dessus, quoi. Alors voilà, le jeu a 5 ans d'existence, et après 1 an et demi d'existence, le jeu était déjà parti dans la logique de... le jeu consiste à avoir une succession d'attaques spéciales. Avec les années, en fait, il y a eu une systématisation des attaques spéciales qui apparaissent tout le temps, à chaque tour, 3 fois par tour. Et il y a eu un prolongement des animations qui sont certes de plus en plus belles et de plus en plus virtuoses, mais qui prennent un temps fou. On peut par ailleurs jouer en vitesse x2 pour que les animations défilent plus vite. Et heureusement... Ouais, et heureusement, parce que moi ça commence un peu à me casser les pieds de jouer tactique et de vraiment jouer pour au final passer son temps à revoir les mêmes animations en boucle. Parlons rapidement de ces animations. Et l'une des forces de Dokkan Battle en fait, c'est alors le côté collectionnite, hein, comme tu l'évoquais, mais je trouve aussi le côté spectacle, le côté doudou. Pour moi c'est un doudou Dokkan Battle, c'est-à-dire que c'est ma dose quotidienne de Dragon Ball Z, d'attaques spéciales extrêmement bien mises en scène, de mieux en mieux par ailleurs. Il y a un peu plus de nouveautés en termes de gameplay, parce que comme tu disais, bah maintenant moi je le fais en autopilote, toi c'est un peu doudou, et j'aimerais bien un peu d'amélioration, des nouveaux modes de jeu pour se dire ok les gars, c'est plus de la collection, c'est aussi un jeu plus évolué, enfin qui essaie d'évoluer, qui essaie de bouleverser un peu ses codes, et sinon bah c'est un jeu tout bête au moment quoi. Ouais, c'est vraiment du farming et c'est du jeu mobile comme on s'y attend. Mais voilà, c'est un piège pour tout fan de DBZ. Tu mets le doigt dedans, tu t'en sors pas. Moi je dois être à 1200 jours de jeu. Il y a tout un univers Dokkan Battle sur YouTube
Alors moi, je passe des soirées à regarder les vidéos invocations de Yekaïs, Sohoven ou John Jodan. C'est genre mon péché mignon. C'est je regarde ces gars faire des galipettes sur leur canapé quand ils ont tiré une carte premium. Alors voilà, c'était une minute Shenron, histoire de vous présenter un peu ce jeu que vous connaissez peut-être déjà sans doute. On voulait principalement vous parler à la fois des attraits du jeu et puis aussi un peu ses côtés négatifs, ses lacunes et puis aussi ce côté engrenage. Voilà, il faut y aller en connaissance de cause, surtout mettez pas de pognon dedans ouais, pas besoin. Si vous êtes au RSA les frères. Non, puis en vrai il n'y a pas besoin, hein. Si tu... Ouais. N'hésitez pas à regarder ce qu'il y a sur les trucs japonais pour voir à l'avance, va y avoir ça, je garde ma Dragonstone pour un truc plus intéressant, n'hésitez pas. Hein. Et voilà, donc c'est un jeu qui synthétise ce qu'il y a d'iconique dans Dragon Ball Z, et donc c'est pour ça un peu qu'on voulait vous en parler. Voilà qui conclut donc ce 5e épisode de Capsule Z. On vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci encore une fois GE2 de nous avoir rejoints. C'était super cool de t'accueillir pour ce podcast full DBZ. Oh, ça me fait plaisir. En même temps, si je peux dire 2-3 trucs sur Dragon Ball, c'est toujours un plaisir. Ça fait plaisir d'avoir un autre regard que le nôtre sur un film Dragon Ball Z. Du coup, merci beaucoup Étienne de nous avoir rejoints. Pas de problème. Vous pourrez nous retrouver au @CapsuleZ Podcast sur Instagram, Twitter et Facebook. On vous invite évidemment à partager l'épisode s'il vous a plu. Pour nous quitter en musique comme d'habitude, Zef, je crois qu'il est l'heure de sortir l'artillerie lourde. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un morceau assez exceptionnel qui est très personnellement mon morceau préféré de toutes les OST Dragon Ball confondues. Voilà, c'était aujourd'hui un épisode sur couleur. Il a son propre Toku Sentai et on avait envie de vous faire découvrir le son Sanjo Ginyu Toku Sentai, qui est la musique du thème officiel du Commando Ginyu, qui a été rajouté dans la version Kai de Dragon Ball. Voilà, c'est tout pour nous. En ce qui nous concerne, on est très content de passer ce moment avec vous. Et puis, on n'a qu'à se dire à dans 15 jours pour un nouvel épisode de Capsule Z. Sur un film de merde. Yes, we are special